Voilà. Bon, je voudrais commencer quand même par remercier chaleureusement l'ensemble des organisateurs de ce symposium qui nous donnent l'occasion de comparer et de confronter des approches si diverses des sciences de la musique, comme c'est le titre de ce symposium. Donc je m'exprime aujourd'hui en tant que membre de la Société française de musicologie, et à ce titre, je voudrais remercier les personnes qui m'ont proposé de prendre la parole, en particulier donc Cécile Davirigo et Florence Gétraud. Je remercie également chaleureusement Jeanne-Marie Conquer et Dimitri Vassilakis qui ont accepté d'interpréter le final de la sonate pour violon et piano de Claude Debussy que vous entendrez à la fin de cette intervention et plusieurs fragments des esquisses de ce même final que vous allez pouvoir entendre au cours de cette intervention. Donc, dans ma communication, je vais d'abord m'attacher à retracer rapidement la place de l'étude des corpus de sources et de l'édition critique dans les pratiques musicologiques qui sont liées à la Société française de musicologie. C'est une musicologie aussi théorique que pratique, c'est important de le rappeler, puisque dans la mesure où son objet n'est pas seulement historique, mais celui, je cite, de rendre disponibles des œuvres musicales sous la forme de partitions aussi fiables que possible, définition que j'emprunte ici à Nicolas Souston. À partir de là, je voudrais montrer comment la génétique musicale découle de cette pratique éditoriale critique. L'étude du processus créateur fait partie du travail de l'édition critique, mais le développement disciplinaire de la génétique est relativement récent et a fait donc l'objet de réflexions neuves dans la dernière décennie. Dans ma communication, je vais m'appuyer sur mes propres travaux sur les esquisses de Claude Debussy, qui m'ont notamment amené à réfléchir à la manière de jouer ces esquisses, justement, de les réactiver, pour reprendre le terme que j'ai proposé dans le titre de ma communication. Alors, juste quelques rappels sur l'édition critique de manière liminaire. Donc, les travaux des membres de la Société française de musicologie sont très largement liés donc, à la naissance de la discipline musicologique en France au début du XXe siècle. Et cette dernière s'est construite autour d'un tropisme historien et un goût du document, pour reprendre ici un des titres qui organise la somme qui est consacrée à l'histoire intellectuelle de la revue de musicologie, qui a été publiée dans les tomes 103 et 104 sous la direction de Yves Balmet et Hervé Lacombe. Alors, ce goût de l'archive a eu tendance à produire d'une part des travaux d'histoire de la musique, à partir de l'étude et de la mise au jour du corpus musicaux allant du Moyen-Âge jusqu'au XXe siècle, et d'autre part des éditions musicales ou des éditions critiques de ces corpus. Alors, comme l'affirme Cécile Davirigo dans son article qu'elle consacre aux recensions d'éditions musicales dans la revue de musicologie, je cite, « L'édition musicale est peu à peu devenue l'un des lieux d'exercice privilégiés de la musicologie en France. » Alors, s'il s'agit aujourd'hui d'un exercice privilégié, effectivement, il s'agit aussi d'une pratique vers laquelle les musicologues se sont progressivement orientés, puisque à ses débuts, la musicologie française accusait un certain retard vis-à-vis de la musicologie allemande. Et les musicologues allemands furent les premiers à s'atteler à l'édition de corpus anciens, comme en témoigne la quasi-suprématie pendant très longtemps de Bärenreiter. Quand les premiers chantiers éditoriaux se sont mis en place en France à la fin du XIXe siècle, les éditions dites monumentales ont été d'emblée associées à la notion de patrimoine. Les œuvres dont on propose des éditions critiques sont des œuvres pour lesquelles il y a une reconnaissance esthétique, collective et institutionnelle assez forte. L'édition des œuvres de Rameau par Malherbe et Saint-Saëns, par exemple, publiée par Durand entre 1895 et 1924, est la première étape dans la naissance d'une édition critique en France, d'une édition qui reste patrimoniale. Donc, dans la même perspective, Durand lance pendant la Première Guerre mondiale une édition française révisée des œuvres de Beethoven, Chopin, Haydn, Mendelssohn, etc., pour lequel il fait appel à des non moins prestigieux compositeurs, comme Saint-Saëns, Debussy, Dukas, Florent Schmitt, Ravel, Roussel et aussi Fauré. Donc, comme on le voit dans les premiers temps, l'édition musicale d'œuvres anciennes, donc dans ces œuvres-là, dans ces éditions-là, le compositeur est quasiment systématiquement impliqué dans le processus éditorial. Mais progressivement, les musicologues se sont affranchis de la présence des compositeurs, ce qui a parfois été bénéfique, par exemple, pour les questions de réalisation de basses continues dans les œuvres pour l'édition de musique baroque. Donc suivra l'édition monumentale Lully réalisée par Prunière entre 29 et 42. Et ces deux grands chantiers, donc, que sont l'édition Rameau et l'édition Lully, vont être repris ensuite au cours du XXe siècle pour aller d'édition monumentale vers véritablement une édition critique.
par notamment donc, plusieurs musicologues français. Donc, les entreprises éditoriales autour de Debussy, ensuite débutées en 85 et Fauré en 2010, confirment la composante patrimoniale centrale de ces projets éditoriaux, et même le nom de la collection qui les publie, donc Musica Gallica, sous le label de laquelle sont publiés ces 4 grands chantiers monumentaux, est là pour l'attester aussi. Alors, si je rappelle ça, c'est pour montrer aussi quelque chose qui est vraiment au fondement de ces éditions critiques, c'est que quand les premières éditions monumentales voient le jour en Allemagne au XIXe siècle, il s'agissait de fixer le texte d'un canon. Le document est érigé en monument pour assurer sa reconnaissance collective. Donc de cette façon, l'édition critique fixe un texte dont l'immobilité détermine sa reconnaissance au sein du canon, sacralisant l'œuvre et son créateur. Si la situation a bien entendu évolué aujourd'hui, l'ancrage idéologique du XIXe siècle dans laquelle émerge l'édition critique reste au fondement du projet de l'édition critique. L'attitude philologique qui va découler donc de cette idéologie est celle d'une édition qui synthétise les différentes sources pour élaborer en quelque sorte la meilleure version d'une œuvre. Cette attitude conduit à fixer un texte né variéture, mais dont la réalité historique est en fait contestable, car en réalité elle peut s'éloigner de l'intention du compositeur. Le versant inverse de cette attitude synthétique face aux problèmes posés par l'édition serait celui d'une exposition systématique des versions successives de l'œuvre, mais qui perdrait à ce compte-là en praticité, disons, pour l'usage par les musiciens. Car si des versions contradictoires existent, c'est qu'une œuvre existe dans le temps et se modifie au gré des conséquences de sa réception et de sa sociabilisation. L'édition critique moderne a évolué depuis les monumentales, évidemment. En témoigne donc par exemple la définition qu'en donne Denis Erlin dans un article. Je cite, « Bien que figée dans sa présentation en raison des contraintes matérielles liées à la publication, l'édition critique d'une œuvre musicale, quelle qu'elle soit, démontre que celle-ci est un objet parfois sujet à des métamorphoses, dépendant du contexte dans lequel elle a évolué dans sa diffusion du vivant du compositeur. » Alors l'édition critique apparaît alors comme une approche très complète des œuvres qui explique sans doute aussi la pérennité de sa pratique dans la musicologie. Pour établir le texte d'une œuvre, elle examine le contexte et l'histoire de la création d'une œuvre et de son processus créateur également, en se fondant sur l'ensemble des sources qui sont systématiquement comparées. Alors, établir une édition critique implique forcément de s'intéresser à la genèse de l'œuvre avant de comprendre les étapes de la conception d'une œuvre et de son évolution. En s'intéressant donc de près aux étapes du processus créateur, puis du processus éditorial, enfin du processus de révision, on comprend vite que le texte n'est jamais fixe et que le manuscrit autographe qui sert à la gravure, lourd texte, style légendaire, n'est presque jamais infaillible. Enfin, j'exagère en disant presque jamais infaillible, mais souvent n'est pas infaillible. Par exemple, dans le cas de La Mer de Debussy, on a quelque chose de vraiment exemplaire pour le coup, puisque l'œuvre est créée en 1905 à Paris et fait l'objet d'une publication. Mais entre 1906 et 1908, Debussy dirige plusieurs fois La Mer en concert et prépare une édition révisée de son œuvre qui part en 1909. Alors dans cette deuxième édition, Debussy supprime complètement des fanfares qui apparaissent dans le dernier mouvement et qui permettent d'accroître la tension musicale juste avant le chiffre 60. Alors comme vous pouvez le voir sur ce document, donc qui est le manuscrit autographe qui a servi à la gravure de l'édition de 1905. On voit encadré en rouge ces fanfares qui apparaissent et qu'on entend par ailleurs dans la version dirigée par Ansermet à la Suisse romande, donc, qui date de 1964. Si on peut entendre le premier exemple, s'il vous plaît. Alors, en revanche, dans la version révisée, elles n'apparaissent pas. Debussy, dans la version de 1909, fait disparaître ces fanfares. Et donc, on peut entendre le même passage dirigé par Boulez avec l'orchestre de Cleveland. Donc, voilà, l'enregistrement date de 1995. Et là, ce que vous voyez à l'écran, c'est l'édition critique qui a été faite par Marie Rolfe en 1997. Alors, le deuxième exemple, s'il vous plaît.
Donc, comme vous pouvez l'entendre ici, ce qui se passe dans l'édition critique, c'est que c'est la dernière version validée par l'auteur qui prévaut. Cela montre non seulement l'importance de l'éditeur sur la pratique musicale, évidemment, mais aussi l'instabilité des textes musicaux, même pour des textes relativement récents comme ceux de Debussy. Et surtout, cela montre aussi qu'il y a une instabilité esthétique d'une certaine manière, puisque une fois qu'on a entendu cette version avec les fanfares, on peut quasiment pas s'empêcher de se dire qu'elle manque ensuite. Donc il y a quelque chose qui est assez déstabilisant aussi dans la manière dont ça nous parle de l'œuvre dans le temps, de la manière dont on peut l'entendre. Alors, comme l'édition critique, l'intérêt pour les brouillons en tant que trace du processus créateur est né au XIXe siècle et a connu une transformation importante dans le dernier tiers du XXe siècle. Donc longtemps, les études des manuscrits musicaux destinées à expliquer le processus créateur consistaient beaucoup à confirmer l'idéologie du génie, de l'œuvre et de l'auteur. Mais à partir des années 70, les sketch studies prennent un essor considérable, marqué par de nombreuses publications, notamment sur les esquisses de Beethoven, mais aussi de Wagner, Strauss, Bartók, Ravel et Debussy. Enfin. En France, la critique génétique littéraire s'est développée dans le même temps. Un rapprochement récent des deux domaines qui ont évolué parallèlement se produit aujourd'hui. Et l'avantage de la critique génétique littéraire, c'est qu'elle charrie avec elle une importante réflexion sur les méthodes, la terminologie et l'encadrement théorique d'un tel projet. Donc, en quoi la génétique musicale va se distinguer de la philologie et en quoi est-ce qu'elle en est héritière? La critique génétique ne vise pas l'édition d'une œuvre pour stabiliser un certain nombre de manuscrits en un texte. Les manuscrits auxquels la génétique s'intéresse sont principalement des avant-textes, c'est-à-dire des manuscrits qui ne présentent pas un état définitif de l'œuvre, mais des états antérieurs d'un texte. Donc la génétique s'intéresse bien sûr également à l'après-texte, c'est-à-dire les transformations postérieures à l'édition, comme dans le cas de La Mer qu'on vient de voir. Dans cette perspective, les manuscrits sont le support du travail de l'œuvre fixé sur le papier, donnant accès à des moments du processus de composition. Dans ce contexte, les variantes ne sont pas considérées comme des erreurs de copie dont il faut retrouver la version antérieure, mais comme des transformations ou des réécritures. Donc, à la différence de la philologie pour laquelle l'avant-texte s'oriente téléologiquement vers le texte, la critique génétique essaye de penser les étapes de la genèse de l'œuvre sans systématiquement en considérer le devenir ultime, c'est-à-dire l'édition définitive. Donc les variantes ne sont pas seulement des écarts par rapport à la norme textuelle établie à partir d'une œuvre, à partir d'un ou plusieurs manuscrits. Donc les variantes peuvent être aussi constituer des fragments qui n'apparaissent pas dans le texte, des enclaves qui font toutefois partie de la constellation de l'œuvre et qui vont être donc des fragments qui seront abandonnés parce que l'écriture ou la composition repose sur une succession de choix du genre, du matériau musical, d'un type formel et aussi de thèmes. Donc, cependant, on peut mettre en avant les fragments comme autant de virtualités plus ou moins actualisées, laissées de côté sans pour autant être raturées. Ce qui différencie profondément la génétique de la philologie, c'est précisément le terme de la partition éditée et de l'œuvre achevée. L'éditeur scientifique est guidé par la perspective de l'œuvre qui devra pouvoir être interprétée en concert grâce à son travail éditorial. Au contraire, en s'intéressant au processus créateur, le généticien se détache de la perspective téléologique du texte définitif. La progression qu'on lit dans les esquisses n'est pas forcément linéaire, mais faite de détours, voire de retours en arrière, même parfois. C'est quelque chose qu'on va pouvoir voir avec la sonate pour violon et piano, justement. Donc, à la différence de la littérature, la musique ne peut pas se passer de l'interprétation, d'un intermédiaire entre le support de l'activité créatrice et le récepteur. La musique, quand elle est écrite, est presque toujours le fait d'un dispositif à travers lequel, pour exister, elle doit être lue, interprétée et entendue. La conséquence principale dans le cas de la génétique repose sur la difficulté accrue du rapport à l'esquisse musicale, contrairement aux esquisses littéraires ou même picturales. Dans ces deux derniers cas, la lecture d'une part et l'examen à vue d'autre part suffisent pour approcher qui est le manuscrit, qui est le dessin préparatoire. Dans le cas de la musique, cette approche strictement visuelle demeurerait insuffisante car elle reste en deçà du sonore. C'est pourquoi il me semble important de tenter cette démarche d'exemplification sonore des esquisses. Toutefois, le statut d'une réactivation d'une esquisse qui a été rejetée par le compositeur a besoin d'être un peu clarifié.
D'un point de vue esthétique, sa valeur n'est pas nulle, mais tout du moins, elle est transitoire. Du point de vue de la philologie, les esquisses rejetées ne nous informent que sur l'histoire de l'œuvre. Du point de vue de la génétique, les esquisses doivent être observées comme une partie de l'œuvre en devenir. Donc, par exemple, si on prend un exemple littéraire, dans l'édition génétique en ligne de Madame Bovary de Flaubert, qu'on peut trouver, donc, je donne la référence sur l'écran, on va pouvoir accéder aux différentes versions, aux différents brouillons et aux différents manuscrits rédactionnels. Donc vous pouvez voir donc, un exemple à l'écran. On peut naviguer entre le facsimilé, qui est à gauche, et d'autre part, une transcription qui se trouve à droite. Et évidemment, il est encore plus pratique tout de même d'avoir la version définitive en livre sous les yeux. Ici, la circulation ne pose pas de problème, je crois. Dans le cas de la musique, les choses se compliquent. La première étape passe par un principe similaire à celui de la transcription diplomatique adoptée dans cette édition génétique de Flaubert. Donc, si on prend un exemple tiré des transcriptions diplomatiques que j'ai réalisées dans ma thèse, ici sur un exemple relativement simple, il s'agit ici d'esquisses du deuxième mouvement de la sonate pour violon et piano de Debussy qui sont conservées dans un carnet d'esquisses. Ces transcriptions diplomatiques sont des représentations du manuscrit qui rendent lisible une matière qui est sinon assez opaque. Les zones grisées permettent de marquer les zones raturées sans pour autant gêner la lecture. Le format respecté le plus scrupuleux, donc le format respecte vraiment la disposition de l'esquisse. Et l'encre et les crayons sont distingués à l'aide de couleurs différentes, donc à l'aide de nuances de gris, ici pour le coup, de noir et de gris. Mais des informations sont rajoutées également pour rendre la lecture possible. Les clés, l'armure et le mètre, tout d'abord, comme on peut le voir. Ensuite, une double numérotation qui va permettre de plus facilement se repérer. Tout d'abord, les chiffres et les nombres entourés numérotent l'ensemble des mesures de l'esquisse, tandis que les numéros de mesure entre parenthèses vont renvoyer à la partition définitive. Donc il est même possible d'ajouter un apparat critique. Ici, il n'y en avait pas pour ces deux esquisses. Donc pour apporter des informations supplémentaires sur les éléments que le code de représentation ne prend pas forcément en compte. Donc, dans une certaine mesure, ce genre de transcription peut suffire si l'on fait confiance à son oreille interne, si je puis dire. Toutefois, cette dernière notion n'est pas sans poser de problème car elle présuppose que le son puisse être entièrement intellectualisé et réduit au souvenir qu'on en a. J'ai choisi d'aller un peu plus loin que la transcription pour un certain nombre d'esquisses pour lesquelles il était particulièrement intéressant d'avoir une image sonore, une représentation sonore de ce que c'est. Mais quel type d'objets sonores sont alors produits ? La réactivation d'une esquisse exige un certain nombre de choix de lecture partiaux afin de rendre réalisable et jouable l'esquisse en question. De ce fait, ces enregistrements doivent être pris avec une relative... Enfin, ces objets sonores doivent être pris avec une certaine précaution, puisque la portée première de ces extraits est didactique, dans le fond. Donc, en interprétant ces fragments qui n'ont jamais été joués, ils prennent un relief assez singulier, ils deviennent en quelque sorte des inédits qui n'ont jamais eu vocation à être ni publiés ni joués, et qui en quelque sorte sont restés à plat dans le papier, ou tout du moins n'ont jamais sonné que sous les doigts du compositeur sur son piano. Souvent, la démarche typique de l'histoire pragmatique de la reconstitution, du reenactment, comme on l'appelle plus couramment en anglais, consiste à reconstituer un processus de production pour comprendre quels outils, quels gestes sont nécessaires. Ici, la démarche est différente puisqu'elle est surtout didactique, hein, quand même. Donc, à partir de cette présentation rapide qui montre le lien entre les pratiques éditoriales, la génétique musicale et la confrontation à la pratique, je voudrais à présent me pencher sur le cas spécifique du final de la sonate pour violon et piano de Claude Debussy. Donc, quand Debussy commence la composition de la sonate pour violon et piano en 1916, il vient de subir une opération qui l'a considérablement affaibli et qui l'oblige à suivre un traitement à base de morphine. La guerre n'est toujours pas finie et l'hiver 1916-1917, en plus, est terriblement rigoureux. Donc c'est des conditions extrêmement difficiles à Paris, de manière générale, et pour Debussy en particulier, qui est malade et qui va donc avoir plus de mal à composer et qui, de ce fait, va beaucoup plus hésiter. Donc il va même renier cette sonate à la fin et dire qu'il avait choisi l'idée qu'il fallait laisser pour ce final. Et on va voir...
à quel point cette question du choix est omniprésente dans le processus créateur. Il faut quand même rappeler que l'anxiété esthétique, qui est celle de Debussy là, confirme que le processus créateur de la sonate pour violon et piano est assez particulier, ne reflète pas une norme de la manière dont il composait, mais un cas vraiment spécial. Alors, en observant les différentes sources, trois grandes étapes peuvent être identifiées. Donc, premièrement, en janvier 1916, Debussy compose un final qu'il appelle le final napolitain. Donc, c'est Jacques Durand qui trouve cette appellation-là, principalement à cause du thème de tarentelle qui le caractérise. Mais Debussy n'était pas du tout satisfait de ce final napolitain, dont il abandonne la composition. Alors. Il commence alors à chercher des idées pour un nouveau final, et 3 de ces tentatives de final alternatif ont été conservées. Toutes sont des faux départs, entre guillemets, c'est-à-dire des fragments qui ne concernent que des débuts. Debussy change ensuite d'avis et écrit à Jacques Durand « Vous avez d'autant plus raison de regretter l'ancien final napolitain qu'après avoir beaucoup espéré de celui que j'écrivais, j'y suis revenu tout en le modifiant. » Donc Debussy revient au final napolitain qu'il avait initialement imaginé. Mais cependant, la réécriture du final napolitain va prendre plus de temps que prévu et le compositeur ne l'achève pas avant le printemps 1917. Pour résumer, un rapide aperçu des sources nous permet de souligner 3 grandes étapes. Premièrement, le final napolitain. Deuxièmement, les finales alternatifs. Et troisièmement, une réécriture du final napolitain. Donc, observons d'abord le premier final napolitain, le final napolitain. Ce qui est très étonnant, c'est que ce final napolitain était presque achevé et que Debussy avait commencé à le recopier pour le confier à l'éditeur. Alors, un manuscrit en particulier nous le prouve. Il s'agit du fragment du manuscrit autographe destiné à la gravure qui nous signale cet avancement. Alors, vous pouvez voir à l'écran que le papier de ce fragment, enfin, vous pouvez le deviner, je vous le dis en tout cas, que le papier de ce fragment est celui que Debussy utilisait pour les manuscrits autographes de manière générale, pour les manuscrits qu'il dessinait à la gravure. Donc c'est un papier fort, de format assez grand, qui ici a été coupé en deux. Comme vous pouvez le voir, donc Debussy a utilisé de l'encre bleue, il a noté les clés et l'armure. Donc, ce sont autant de caractéristiques qui permettent d'identifier le final autographe dessiné à la gravure. Et on voit qu'il a même noté le début d'une nouvelle partie et que celle-ci a été interrompue, que l'écriture a été interrompue. Dans le coin supérieur, on trouve le nombre 15. Cette numérotation peut être reliée à celle du manuscrit destiné à la gravure définitive de toute la sonate, que vous voyez ici. Le dernier folio du second mouvement de ce manuscrit comporte le nombre 12, ici. Et sur ce folio, il y a une section raturée au dernier système, comme vous voyez. C'est le début de l'ancien final napolitain, qui est noté ici. Donc, ainsi, ces 2 fragments confirment que le final napolitain était presque achevé. Les folios 13 et 14 n'existent plus, ils ont été probablement détruits. Cependant, on peut voir que 2 grandes sections musicales du coup, se suivaient. Comme vous avez pu le lire, il y avait d'abord la section intitulée Allegro giocoso, voilà, sur le manuscrit d'avant, voilà. Allegro giocoso, et ensuite sur le folio 15 on voit le début d'une nouvelle section qui est appelée Vif et joyeux. Donc 2 sections se suivent, Allegro giocoso, Vif et joyeux. 2 sources vont pouvoir accroître notre connaissance du final napolitain, principalement un carnet d'esquisses et ensuite la première mise au net, qui vont pouvoir nous en dire plus sur ce final. 2 choses peuvent être considérées à partir de ces sources. Premièrement, on peut évaluer les problèmes rencontrés par Debussy en étudiant les transformations du carnet vers la mise au net. Et deuxièmement, on peut reconstruire l'introduction de l'Allegro giocoso, sur quoi on va un peu plus se pencher. Debussy semble douter très tôt de la valeur de ce 3e mouvement. Alors qu'il est en vacances à Pourville en 1916, il écrit à Jacques Durand, donc ça c'est au tout début de la composition. Dans une récente promenade au Cap Ferret, j'ai trouvé l'idée cellulaire du final de la sonate pour piano et violon.
Malheureusement, les deux premières parties ne veulent plus rien savoir. Comme je me connais, vous pensez bien que je ne vais pas les obliger à supporter un voisinage désagréable. Alors, à quoi Debussy fait-il exactement référence quand il parle d'idées cellulaires? C'est très certainement le carnet d'esquisses qui contient les traces, les premières traces du processus créateur auxquelles se réfère Debussy. L'idée cellulaire peut se référer à plusieurs pages abandonnées dans le carnet en réalité. Alors, comme vous pouvez le voir dans ces deux tableaux, il y a 3 idées différentes pour le final qui se trouvent dans le carnet déjà. Le premier mouvement est d'abord interrompu, ensuite le deuxième mouvement qui lui est interrompu par des fragments contenant du matériau musical qui n'est pas relié aux autres mouvements. Donc 24 pages en tout sont dévolues au troisième mouvement, 14 pour le premier, 12 pour le deuxième. Et d'une certaine façon, les problèmes de Debussy étaient déjà survenus au début de la composition, comme le montre même une étude un peu statistique dans le carnet. Donc la place consacrée au troisième mouvement est plus grande que pour les autres mouvements. Et voilà. En outre, le carnet est chronologique. C'est une dimension importante à prendre en compte parce que de ce fait, Debussy arrête parfois de noter un mouvement afin de noter des idées pour le final. Mais de toutes ces idées, seules celles du final napolitain ont réellement été développées. Donc, pour résumer, il y a déjà 3 tentatives pour le final dans le carnet d'esquisses, mais une seule est développée, qui est celle du final napolitain. Alors, on va voir un peu plus près ce final napolitain. Sur la transcription diplomatique que vous voyez à l'écran, il s'agit de la première idée d'introduction pour le final napolitain. Donc vous avez 3 feuillets superposés, hein, feuillet 39, verso, 40 recto et 41 recto. Il s'agit de la première idée d'introduction pour le final napolitain. Dans cette introduction, Debussy se concentre sur le thème cyclique du premier mouvement, qui est fondé sur donc, un motif d'arpège descendant. Est-ce que vous voulez bien nous le faire entendre du coup au tout début du premier mouvement? Merci beaucoup. Debussy donc, développe ce thème cyclique dans cette première idée d'introduction à travers de nombreuses modulations sur les feuillets 39 verso et 40 recto, comme vous pouvez le voir. À partir du feuillet 40 recto, il fait émerger une mélodie de tarentelle. C'est la mélodie que Debussy utilise jusque dans la dernière version. La mélodie tarentelle commence dans le registre grave et atteint progressivement le registre médium en modulant. Donc d'abord en sol mineur, la majeure, do majeur, fa majeur. Mais Debussy va interrompre cette première introduction. Et ce faisant, Debussy exclut pour un long moment l'idée même d'utiliser ce thème cyclique dans l'introduction du final. Il va utiliser une autre idée d'introduction qui précède l'introduction de ce thème de tarentelle. Donc la deuxième version d'introduction est celle de l'Allegro giocoso. L'Allegro giocoso ne se réfère plus au thème cyclique, mais introduit un autre thème au début. Donc je vous propose à présent d'entendre cet Allegro giocoso dont vous avez à l'écran la reconstitution, non pas la transcription diplomatique, mais la reconstitution. Voilà.
Merci beaucoup. Je me suis perdu comme j'écoutais. Voilà, c'est bon, j'ai retrouvé. Oui, oui, voilà, je dis un petit mot et puis on va l'entendre. Donc, j'ai reconstruit l'Allegro Giocoso principalement à partir de la misonnette intermédiaire et non à partir de l'esquisse, hein, c'est important. Puisque, alors, comme vous allez pouvoir l'entendre, Debussy conçoit une transition entre la fin du deuxième mouvement, comme vous avez pu l'entendre, pardon, donc il y a une transition entre la fin du deuxième mouvement et donc ce troisième mouvement. La partition voilà, est bien une reconstitution. Et donc, comme vous voyez, par exemple, toutes les indications de nuances, elles sont totalement artificielles, bien sûr. C'est moi qui les ai mises. Les seules choses que Debussy note, ce sont précisément les hauteurs et les rythmes, hein, la plupart du temps. Donc, le deuxième et le troisième mouvement sont reliés. Il n'y a pas de coupure entre les deux. Et c'est quelque chose qu'on retrouve donc comme modèle formel dans la sonate pour violoncelle et piano, mais aussi dans Iberia des images pour orchestre. En outre, il semble peu probable que Debussy n'ait pas imaginé une conception cyclique pour le finale napolitain. Donc son approche est plus subtile qu'un simple retour thématique ici. Il va chercher, plutôt que le premier thème qu'on a entendu tout d'abord, Debussy rappelle la section centrale en fait, du premier mouvement de la sonate. Donc ce thème est caractérisé par les mêmes aspects. Le violon joue dans le registre grave, utilisant une ornementation abondante et un jeu de style un peu improvisé. Alors avant d'entendre justement ce que vous évoquiez, les deux thèmes du vif et joyeux, est-ce qu'on pourrait entendre cette section centrale du premier mouvement ? Merci beaucoup. C'est un peu toujours crève-cœur de devoir couper, mais bon. Donc, outre cette proximité thématique, il y a un autre élément à prendre en compte, donc en considération, qui est le dernier folio de cette misonnette que j'évoquais et qui m'a servi de modèle pour cette transcription, cette reconstitution. Il contient donc cette section vif et joyeux dont on parlait tout à l'heure et qui suit donc cette section Allegro Giocoso. On y trouve deux éléments musicaux principaux. D'une part, la mélodie de tarentelle, que vous allez pouvoir donc entendre, et d'autre part, le thème de piano de la section centrale du premier mouvement qu'on vient d'entendre, hein, qui est réutilisé ici autrement. Donc, est-ce qu'on peut entendre maintenant ce vif et joyeux, s'il vous plaît ? Merci. Alors cette coupure un peu bizarre, c'est simplement qu'on n'a pas les feuillets suivants, alors on ne peut pas savoir. Alors ensuite, donc, comme vous avez pu entendre, donc, Debussy présente d'abord le thème de tarentelle avec une harmonisation répétitive qui est hautement improbable. Hein, il faut bien c'est sûr qu'il n'aurait pas écrit ça, c'est juste que il n'y a pas d'autre proposition à ce moment-là dans les esquisses. Mais c'est évidemment cette section-là qui lui a posé problème quand il s'est arrêté. On voit qu'il s'arrête à cette section-là dans le manuscrit autographe destiné à la gravure. C'est cette section-là qui lui a posé problème.
Donc voilà, je voudrais maintenant aborder les finales alternatifs. Donc en février 1917, Debussy cherchait des nouvelles idées pour le final. Les idées qu'il trouve alors prennent la forme de faux départs, comme je disais. Donc cependant, Debussy va recycler certaines idées musicales. Il y a 3 finales alternatives principaux que l'on va pouvoir entendre et commenter. Donc dans le premier final alternatif, Debussy... mince, j'avais oublié de vous montrer la... Bon, tant pis. Debussy joue sur une alternance métrique entre 3-8 et 5-8. Et il va jouer également sur un contraste modal entre mineur et majeur, que vous allez pouvoir entendre. Donc si on peut entendre maintenant ce final alternatif numéro 1. Merci beaucoup. Comme vous l'avez sans doute remarqué, donc, de nombreux passages de ce final ne sont pas loin du caractère scherzando qu'on trouve notamment dans le second mouvement, qui font donc référence différemment encore au mouvement précédent. Le thème utilisé par Debussy ici est très différent de celui de la mélodie de Tarentelle. Toutefois, il est utilisé comme un refrain ici, donc principe formel qu'on va retrouver dans la version définitive. Debussy va conserver l'accord à 4 sons qui amorce la mélodie également, un autre élément. Et enfin, Debussy utilise le thème cyclique très différemment sous forme d'accords en triple corps de violon, comme vous avez pu l'entendre à plusieurs reprises. Donc, ensuite, le final alternatif numéro 2 va être très différent du final napolitain et du final définitif également. Cependant, donc, le matériau mélodique peut être relié avec celui de la mélodie de Tarentelle, comme vous allez pouvoir à présent du coup l'entendre. Est-ce qu'on peut entendre du coup le final alternatif numéro 2? Merci beaucoup. Donc l'introduction rappelle le geste pianistique de la partie centrale du premier mouvement qu'on a entendu tout à l'heure. Je pense que Debussy cherchait une nouvelle solution au problème de la forme cyclique très manifestement, ce qui explique les différentes solutions qu'il exploite pour relier son final aux autres mouvements. C'est donc pour cette raison qu'il se réfère à la partie centrale du premier mouvement avec ce geste pianistique. Concernant le violon, le matériau thématique comprend des tierces parallèles. Ce matériau provient probablement de la transformation de la mélodie de la tarentelle.
Et enfin, la structure de cette introduction suit le même schéma que dans le final définitif. Il y a dans les deux cas une section progressant jusqu'à l'irruption de la mélodie. Donc ici, la question est la suivante. Comment introduire un thème principal? Enfin, le final alternatif numéro 3. Ce dernier est très proche du final napolitain. Il s'agit peut-être même d'un état intermédiaire en fait, du final napolitain. Comme vous pouvez le voir à l'écran, le matériau thématique est fondé ici encore sur le thème de tarentelle. Le caractère n'est plus dansant néanmoins. En revanche, on est plus proche, encore une fois, d'un caractère scherzando, qui comprend notamment des notes répétées staccato et un tempo assez vif. Donc, dans cette version, Debussy inclut aussi le matériau thématique de l'allegro giocoso. Donc, le matériau de l'allegro giocoso n'est plus un matériau d'introduction ici, il arrive en deuxième lieu. Donc, il y a une transformation vraiment des fonctions thématiques. Alors, est-ce qu'on peut entendre ce final alternatif numéro 3 ? Merci beaucoup. Donc, comme vous l'avez peut-être noté, cette version et le final définitif partagent le même motif d'accompagnement introductif. Ce motif d'accompagnement prend la forme d'un tintement du piano dans le registre aigu, qui est fondé sur la répétition d'une seconde majeure, mi bémol et sol. L'objectif est de créer l'illusion de la distance et d'un rapprochement. Ce motif d'accompagnement est très simple à ce stade de la composition, mais il va être raffiné, comme vous allez le voir. Donc, autre élément à noter ici, on voit très bien qu'il s'agit d'un état intermédiaire qui ne peut pas être conservé dans cet état par Debussy. Si on regarde par exemple la partie de piano, les tierces successives à la main droite, à partir de la mesure 27, 28, 29, 30, sont improbables, je crois, chez Debussy. Alors, pour résumer, il y a 3 finales alternatives plus ou moins développées. Et pour chacun d'entre eux, j'ai souligné des éléments qui ont pu être utilisés ensuite par Debussy dans la conception du final définitif. Donc, je voudrais à présent aborder ce final définitif. Et comme vous l'avez sans doute remarqué, je me suis concentré uniquement sur l'introduction de chaque finale, parce que souvent, Debussy n'est pas allé plus loin, tout simplement. Mais en outre, de nombreux problèmes sont localisés dans l'introduction. Premièrement, la transition d'un mouvement à l'autre, comme on l'a vu avec le final napolitain. Deuxièmement, la présentation du matériau thématique qui était présente dans les 3 finales alternatifs. Et troisièmement, le matériau cyclique qui change sans arrêt en fonction des tentatives faites par Debussy. Dans toutes ces versions du final, la conception cyclique est différente. En d'autres termes, dans un cas, le matériau thématique est cyclique, dans un autre, il ne l'est pas. Ce qui est particulièrement frappant, c'est que dans plusieurs cas, le thème initial du premier mouvement ne joue pas forcément de rôle cyclique, en fait. La connexion cyclique est parfois assurée donc, par d'autres matériaux. Donc, Debussy va renforcer cette conception cyclique en se référant à plusieurs éléments issus des mouvements précédents dans la version définitive. Premièrement, il tisse un lien direct avec le premier thème du premier mouvement, qu'on a entendu tout à l'heure. Voilà, qui est encadré ici. Ce thème est rappelé au violon qu'en introduction. On a vu que dans le carnet d'esquisses, c'est sur ce thème que Debussy travaille longuement avant de le mettre de côté dans le final napolitain. Deuxièmement, Debussy utilise le motif d'accompagnement du piano qui provient du final alternatif numéro 3. Il le combine avec un élément mélodique. Et il le réécrit évidemment rythmiquement. Hein. On n'a plus du tout la même écriture rythmique. Donc l'élément mélodique avec lequel il le combine provient du second mouvement de la sonate, donc, que vous pouvez voir encadré ici. Alors est-ce qu'on peut entendre juste le deuxième mouvement, ce passage du deuxième mouvement, s'il vous plaît? C'est le deuxième thème, le thème lyrique. Voilà.
enfin, un troisième élément, non plus mélodique mais harmonique, vient renforcer cette connexion entre le final et les autres mouvements. Cet élément harmonique provient de la coda du premier mouvement de la sonate pour violon et piano. Donc la mélodie de basse est fondée sur le même schéma harmonique que la coda, que la coda du premier mouvement. Debussy s'appuie notamment sur le deuxième degré abaissé, donc le degré précisément napolitain, pour créer une progression harmonique. Donc si on peut écouter cette coda du premier mouvement, s'il vous plaît. Merci. Donc, comme on peut l'entendre à travers ces exemples, un des enjeux qui va préoccuper très manifestement Debussy, c'est la forme cyclique, surtout dans les zones liminaires de ses partitions, comme au début de ce final, pour lequel donc, on a un dossier génétique qui est réellement surabondant. Dans toutes ces diverses versions, Debussy trouve des solutions assez différentes à la question de l'introduction d'un thème, de sa présentation, et à la question qui lui est reliée, qui est celle du lien entre les mouvements. Alors, j'arrive au terme de ma communication. Avant d'entendre le final définitif joué par Johann-Marie Conquer et Dimitri Vassilakis, je voudrais juste, en 3 mots, résumer ce que je voulais dire. C'est montrer donc le lien entre, d'une part, l'édition critique qui ancre vraiment les pratiques musicologiques dans l'étude de sources, voir que même la pratique de la compréhension du processus créateur est quelque chose qui existe dans l'édition critique et qu'il y a une rupture, une différence méthodologique fondamentale entre génétique et édition critique qui est celle du terme de l'édition. Et qu'enfin, les problèmes auxquels on se confronte quand on fait de la génétique, ce sont des problèmes qui sont liés largement au médium qui est musical. Et donc, moi, j'ai choisi de tenter ces reconstitutions pour que l'on puisse avoir une dimension didactique beaucoup plus forte qui parfois manque, je trouve, dans le travail musicologique. Moi. Voilà, alors je vous remercie. Et maintenant, écoutons le final de la sonate pour violon et piano.